Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez cette émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invitée de ce soir, la Dr. Lee Downey. La Dr. Downey est chercheuse à St. John's College, Cambridge, et coéditrice de l'ouvrage A Political Economy of Justice. Aujourd'hui, nous recevons la Dr. Downey pour discuter de son dernier livre, Our Money, Monetary Policy as if Democracy Matters, publié par Princeton University Press en 2025. Dr. Downey, bienvenue dans India and Global Left. Merci de m'avoir invité, je suis heureux d'être ici. Je voulais discuter de votre dernier livre, Notre argent, la politique monétaire comme si la démocratie comptait. Je pensais commencer par vous demander de définir qu'est-ce que l'argent. Pas en termes généraux, car il existe ces définitions d'économie 101 qui disent que l'argent est un moyen d'échange, une unité de compte et une réserve de valeur. Je veux dire, ces choses ne sont pas fausses, mais cela conduit souvent à voir l'argent comme un concept neutre, néoclassique, quelque chose qui flotte comme un sous-produit au sein de l'économie. Mais ce qui se passe réellement avec l'argent, c'est que la monnaie de crédit est créée par les banques agréées et de plus en plus par des institutions financières non bancaires. Et c'est, je pense, la structure sous-jacente du livre dont vous parlez. Bien sûr, les principaux acteurs de votre livre sont la Fed, la Banque centrale et le Congrès. Mais je pense qu'en dessous de ce qu'ils font, il y a tout un ensemble d'institutions qui créent de la monnaie. Donc, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur ce que sont ces institutions, ce serait un excellent point de départ. Oui, tout à fait. Je veux dire, je pense qu'un bon point de départ est de réfléchir à la politique monétaire. Parce que je suis d'accord que si l'on commence à se demander qu'est-ce que l'argent, on peut s'engager sur des chemins où, vous savez, d'énormes ouvrages ont été écrits sur le sujet, parce qu'en réalité, la réponse, c'est que cela représente beaucoup de choses pour beaucoup de personnes différentes, n'est-ce pas? Et cela peut être assez difficile à définir si l'on s'y attaque de front. Donc avec mes étudiants, du moins je commence souvent par réfléchir à ce qu'est la politique monétaire. Et aux États-Unis, au moins, c'est assez clair dans la Constitution. Le pouvoir de réguler la monnaie et sa valeur est confié aux législateurs, n'est-ce pas? L'idée, donc, c'est qu'il faudra une certaine forme d'intervention de l'État pour déterminer comment nous allouons les ressources, n'est-ce pas? Comment nous participons au commerce et ce que cela signifie de gérer la masse monétaire. Si l'on y réfléchit à travers l'histoire, on commence alors à comprendre de quoi il s'agit. Et puis on se penche sur l'histoire. Le livre se concentre sur les États-Unis, mais on pourrait faire ce raisonnement dans la plupart des pays, n'est-ce pas? Pensez à la manière dont l'argent existait et à la façon dont nous l'utilisions à l'origine, avant qu'il ne soit fortement centralisé, ou du moins plus centralisé comme il l'est aujourd'hui. Aux États-Unis, je pense que le meilleur exemple est que nous avions autrefois un système bancaire national où différentes banques émettaient différentes formes de monnaie. Et il était assez difficile d'échanger ces biens et de commercer sur de longues distances. Alors, nous avons commencé à centraliser, n'est-ce pas? Nous avons décidé d'adopter une monnaie unique. L'État allait réguler sa création et sa distribution, ce qui allait rendre les choses plus efficaces et plus performantes. Mais si l'on suit cette histoire, on a tendance à supposer que c'est donc l'État qui crée toute la monnaie. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Parce que la politique monétaire, c'est justement la création monétaire. Nous faisons cela, bien sûr, à la fois par la frappe de monnaie, mais aussi par des politiques comme la gestion du bilan de la Banque centrale, le QE, et d'autres mesures de ce type.
at the central bank and QE and things like that. But I think equally as important, if not more important today, Mais je pense qu'il est tout aussi important, voire plus important aujourd'hui, de considérer le rôle de l'État dans la régulation de la création monétaire privée, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque les banques accordent des prêts, par exemple, ou lorsque des institutions financières non bancaires proposent des produits comme des prêts, elles créent de l'argent à partir de rien, mais elles le font à travers les structures de l'État, n'est-ce pas? Donc, c'est l'État qui leur permet de le faire et qui les y incite. C'est essentiellement ce qu'est la politique des taux d'intérêt. Il s'agit d'inciter à une création monétaire plus ou moins importante à un moment donné. Je me dois de mentionner le travail de Saleh Amirova et Bob Hawkett, qui décrivent cela comme une franchise financière. Donc la structure de franchise où l'État délègue le pouvoir de création monétaire à des institutions privées, mais en la régulant au fil du temps. Et le mécanisme de régulation détermine effectivement la quantité d'argent présente dans le système. Je pose cette question parce que récemment, j'ai eu un débat avec le chercheur libertarien Scott Horton. Je l'avais invité, bien sûr, pour discuter de politique étrangère, mais nous avons fini par débattre du capitalisme. L'une de ses préoccupations, qui est aussi la mienne, concerne cette explosion des instruments financiers. Je lui ai dit que ça s'explique principalement par le fait que l'argent créé est de plus en plus de l'argent crédit et de l'argent provenant d'institutions financières non bancaires, plutôt que la monnaie fiduciaire dont il parlait. Entithin no. Et il a dit qu'il était d'accord, mais c'est parce qu'il pense qu'il y a plus de régulation. Je lui ai expliqué les années 1990 et tous les changements qui ont eu lieu avec des lois comme l'Interstate Banking and Branching Act, qui a permis aux grandes banques de créer plus d'argent, mais qui a aussi réduit des régulations, comme les ratios de réserve, etc. Et enfin, bien sûr, la Fed, qui utilise des opérations de bilan, comme les intérêts sur les réserves, ce qui lui permet d'injecter massivement de l'argent sur les marchés financiers quand il faut sauver le secteur financier. Donc, serait-il juste de dire que plus de dérégulation signifie plus d'argent dans le système? Je ne pense pas qu'on puisse tracer une ligne nécessaire de cette façon, n'est-ce pas? Parce que je crois que ce que l'on peut dire, c'est que l'État s'engage, comme je le disais auparavant, à réguler les incitations auxquelles les institutions privées sont confrontées, mais ce n'est pas déterminant, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas que l'État dit, dans sa forme actuelle, il y a eu des moments où les États étaient plus impliqués dans la régulation de l'orientation quantitative et qualitative du crédit, ce qui pouvait imposer des limites plus strictes, par exemple sur le montant du crédit émis dans le système. Avec les pratiques actuelles, surtout aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas, n'est-ce pas? On pourrait réintroduire ce genre de mécanisme, ce qui pourrait être une très bonne idée. Je veux dire, je pense que sur ce point, concernant cette explosion de, à mon avis, la quantité n'est pas vraiment le problème central. C'est plutôt l'usage qui en est fait et la manière dont elle est répartie. Et ces aspects sont vraiment très liés, n'est-ce pas? Et vous savez, encore une fois, pour reprendre une analogie que j'utilise souvent avec les étudiants, c'est pas tant combien d'argent vous avez emprunté, Yamut, c'est plutôt si vous l'empruntez pour partir à Las Vegas le week-end ou pour aller à la fac de droit. Et ces situations sont évidemment très différentes. Et elles sont liées au montant, parce que ça n'a pas d'importance si vous empruntez 100 € pour aller à Las Vegas le week-end, mais ça en a si vous en empruntez 50 000, ce genre de choses. Donc, je pense qu'ils sont importants, mais pour moi, le lien avec la régulation est moins, je veux dire, il s'agit de déréglementation, mais c'est surtout une question de système international, à mon avis, en ce moment, non? Donc, vous savez, nous sommes essentiellement en train de créer un second système financier non régulé,
à travers la prolifération du marché des eurodollars. À mon avis, depuis le milieu des années 70, cela a vraiment explosé et essentiellement ce que c'est explicitement, c'est que des gens partout dans le monde veulent utiliser et détenir des dollars, mais sans vouloir la régulation étatique qui accompagne généralement, même la régulation étatique minimale, qui accompagne généralement la détention de dollars américains. Et c'est un problème non seulement à cause de la prolifération, donc du type de crédit qui existe, et de la création monétaire qui se produit en dehors des États-Unis et aux États-Unis, mais sous la forme des eurodollars. Mais à mon avis, c'est encore plus important, car cela sape la capacité de l'État à déployer ce type de pouvoir, n'est-ce pas? Donc à la fois pour les contrôler d'un point de vue prudentiel, mais aussi simplement pour utiliser la création de crédit et orienter la création de crédit comme un instrument de la capacité de l'État. Et c'est vraiment le cœur du livre, n'est-ce pas? Il s'agit de dire que la politique monétaire et le pouvoir de réguler la création monétaire sont extrêmement importants, et importants en particulier pour la démocratie, si l'on considère que l'objectif d'une démocratie dans un État démocratique est de produire et de reproduire le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui est plus important que d'orienter la manière et l'endroit où nous dépensons l'argent à l'avenir? Et c'est essentiellement, à mon avis, ce qu'est la politique du crédit. Ainsi, une partie de l'argument du livre consiste, d'un point de vue démocratique, à dire que l'organisation actuelle est moins démocratique qu'elle ne devrait l'être. Mais l'autre partie relève d'un argument sur la capacité de l'État, à savoir que l'État pourrait faire beaucoup plus. Il pourrait être bien plus efficace s'il s'étale les pouvoirs de façon plus directe. Oui, je pense qu'il est important de souligner que la création monétaire accrue n'est pas nécessairement mauvaise, car personne ne dirait qu'une crise de liquidité est une bonne chose. En fait, il faut de l'argent pour faire fonctionner l'économie, tant que cet argent va dans l'économie réelle. Mais je pense qu'avec le capitalisme néolibéral, l'énorme explosion de la masse monétaire est due à la surfinanciarisation, qui est liée à tous ces instruments financiers. On peut par exemple parler des rachats d'actions. Les entreprises qui rachètent leurs propres actions pour verser des dividendes à leurs actionnaires dépendent de plus en plus de l'emprunt et du financement par effet de levier, ce qui a entraîné une explosion du crédit en réalité. On peut également parler de l'explosion du marché des pensions, qui s'explique en grande partie par toute une gamme d'instruments financiers, y compris les corrélations entre les instruments de pension et le marché immobilier, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il est pertinent de dire que la surfinanciarisation a conduit à une explosion énorme et disproportionnée de la masse monétaire, dont une grande partie n'est probablement pas nécessaire si l'on parle. Par exemple, d'aller à la faculté de droit ou à Las Vegas. Je veux dire, les deux sont relativement plus bienveillants que ce que nous voyons dans le monde du casino financier. Donc je comprends que vous faites une distinction entre Vegas et la faculté de droit, mais je dis que Vegas, comme la faculté de droit, sont probablement bien plus bienveillants que ce que nous voyons dans ce secteur du casino financier. Oui, je pense qu'on peut avancer cet argument. À mon avis, il y a en quelque sorte deux niveaux d'argumentation possibles à propos de cette situation, n'est-ce pas? Le premier, c'est celui sur lequel j'essaie de me concentrer dans le livre, à savoir la question de l'équilibre des pouvoirs. Qui détient le pouvoir? Qui prend les décisions? Qui devrait les prendre? Donc des questions de légitimité. Qui a la capacité effective de prendre ces décisions lorsqu'elles doivent l'être, n'est-ce pas? Par exemple, une grande partie du livre consiste à dire que finalement, c'est au législatif qu'il devrait revenir d'avoir le dernier mot sur la politique monétaire. Et d'un point de vue technique, formel et légal, c'est le cas.
En théorie, le législatif pourrait dire à la Fed de faire autre chose dès demain par un vote majoritaire. Mon argument, c'est qu'ils n'ont plus vraiment ce pouvoir effectif de faire cela, n'est-ce pas? Après avoir essentiellement renoncé à cette responsabilité pendant, disons, le dernier siècle. C'est une sorte d'argument structurel sur l'équilibre des pouvoirs pour prendre ces décisions, ce qui, à mon avis, est le point de départ incontournable. Et c'est aussi une façon d'aborder cette discussion sans tomber immédiatement dans le partisanisme. Ce qui me semble important parce que les structures sont défaillantes. Ensuite, la discussion secondaire, selon moi, c'est « d'accord, supposons maintenant que nous ayons corrigé les structures de sorte que ceux qui sont censés avoir le pouvoir l'aient réellement. » La question devient alors, qu'en font-ils de ce pouvoir? N'est-ce pas? Et là, je pense que vous avez un argument très convaincant pour suggérer que de mauvaises décisions ont été prises, du moins dans l'histoire récente des États-Unis. Cette déréglementation a essentiellement, ma citation préférée à ce sujet vient de O.S. Leontief, je crois que c'est Leontief, qui soutient que certes, ce système capitaliste basé sur le marché peut vraiment dynamiser une économie. C'est le vent dans les voiles d'un voilier. Mais si vous n'avez pas de gouvernail sous la forme d'une direction gouvernementale, alors votre bateau va simplement dériver au gré du vent. Vous ne pourrez pas aller là où vous voulez. Et essentiellement, c'est ce que je vous entends dire. Ce qui me semble juste, nous avons cela. Un système financier capitaliste extrêmement puissant aux États-Unis va innover et chercher à gagner de l'argent. Et si l'on ne fixe pas de limite à la manière dont ces choses peuvent être faites légalement, on se retrouve alors avec la prolifération d'opportunités financières en quelque sorte dénuées de sens, des instruments comme des opérations financières de plus en plus complexes, conçues pour répondre à des critères axés sur le profit, mais aussi sur les statistiques, plutôt que de réellement s'engager dans le travail concret de production de biens et de services pour la population. Et le lien que tu fais, il me semble, c'est que la régulation est justement ce qui peut permettre cela, en somme. Et mon argument, c'est que oui, je pense que c'est probablement vrai, mais cela concerne plutôt la question de que devrions-nous faire, et plutôt que qui a la capacité et devrait avoir la capacité de le faire, en fait. Oui, je pense que nous allons garder cela en toile de fond pour entrer un peu plus directement dans le livre. La Fed est l'un des protagonistes centraux, ou je devrais dire un antagoniste, de votre livre. Donc bien sûr, vous discutez et parlez de plusieurs rôles, à la fois formels, mais aussi de ce qu'elle fait de facto, de la stabilité des prix à la création d'emplois, en passant par l'établissement de taux d'intérêt modérés. Mais en réalité, il y a l'impression qu'elle se concentre finalement uniquement sur la stabilité des prix. Mais elle fait aussi plus que cela. Elle maintient le secteur financier en vie. Et cette capacité a été énormément accrue après l'innovation de nouveaux instruments comme les intérêts sur les réserves, etc. Si vous pouviez nous expliquer pourquoi la Fed était un acteur aussi important dans votre livre, ce serait formidable. Oui, tout à fait. Je veux dire, nous parlions plutôt de ce qu'est la politique monétaire et de la régulation de la création monétaire, qu'elle soit publique ou privée. En réalité, la Fed est l'institution chargée de cela aux États-Unis. À mon avis, avant d'écrire ce livre, lorsque je me plongeais dans la littérature et la théorie politique sur la finance, la monnaie et la politique monétaire, les personnes qui abordaient la démocratie en lien avec ces sujets avaient tendance à se concentrer sur les inégalités de revenus ou de patrimoine, ce qui est bien sûr extrêmement important. Mais, selon moi, cela ne va pas assez loin pour comprendre la relation entre la monnaie, la finance et la démocratie. Et cela se rapporte à quelque chose que je disais auparavant, à savoir que selon moi,
La démocratie concerne bien plus que de simples questions de répartition, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas seulement une question de qui possède quoi, où et comment, ou de qui obtient quoi, où et comment, comme le dirait une célèbre définition de la politique. Mais la politique, et la politique démocratique en particulier, concerne en réalité la capacité à s'auto-gouverner, à s'administrer soi-même. Et cela signifie, à mon sens, avoir la capacité d'orienter les politiques de manière à ce que nous ayons un certain contrôle sur la création du monde dans lequel nous vivons et sur sa recréation au fil du temps, n'est-ce pas? Et donc, si tel est le cas, comme je le crois, alors je suis d'accord avec certaines vues très basiques de la science politique qui affirment que le pouvoir militaire, le monopole de la violence légitime et aussi le pouvoir de création monétaire sont fondamentaux pour l'État, n'est-ce pas? Ainsi, à mon avis, la capacité de créer de la monnaie et de la louer, et donc de déterminer concrètement ce qui se fait dans la société, ce qui est produit, ce qui est étudié, ce qui est réparé, qui est soutenu, et ainsi de suite, est tout simplement fondamental pour le pouvoir d'une démocratie. C'est donc cela qui m'intéressait. Et si c'est ce qui vous intéresse, il n'y a qu'un seul endroit où aller, c'est la Banque centrale. Ce qui explique pourquoi la Fed était au centre de mes investigations. C'est en partie parce que je suis américain, j'étudiais l'État américain. C'est aussi parce que, comme vous le savez très bien, la Réserve fédérale est devenue de facto la banque centrale du système mondial. Il y a donc plusieurs raisons de se concentrer non seulement sur les banques centrales, mais sur la Fed en particulier lorsqu'on réfléchit à ce genre de sujet. C'est ainsi que j'ai commencé dans ce domaine. Et tout s'est enchaîné à partir de là. Je pense qu'on pourrait étudier la Fed indéfiniment, vraiment. C'est un élément vraiment fascinant du gouvernement américain. Pour ne citer qu'un autre point, c'est probablement l'agence administrative la plus indépendante du gouvernement américain. Et cela en soi est un aspect fascinant d'un point de vue démocratique, ce que je discute bien sûr dans le livre. Et qu'est-ce que cette approche se trompe selon vous? Alors que votre méthode, qui est en fait la méthode la plus démocratique, et vous placez vos espoirs dans le Congrès, et j'aimerais en discuter un peu séparément, dans quelle mesure on peut vraiment compter là-dessus? Mais dans la mesure où l'autonomie ou la domination de la Banque centrale en tant qu'institution technocratique, isolée des opinions populaires, qu'est-ce qui ne va pas dans cette vision, selon laquelle nous sommes un groupe d'experts qui veillons à la stabilité macroéconomique ou à la croissance macroéconomique globale? Peut-être que nous ne sommes pas compétents sur la question de la répartition, mais il y a le levier budgétaire pour cela. Donc nous faisons bien notre travail. Je veux dire, c'est ce que les banquiers centraux répètent sans cesse. Quelle serait votre réponse à cela? Oui, très bien. Il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. En fait, je pense qu'on pourrait lire tout le livre comme une réponse à cette question. D'un côté, je reprends en quelque sorte les arguments classiques en faveur de l'indépendance des banques centrales, et je suggère qu'ils ne sont en réalité pas aussi solides qu'on le prétend. On pourrait en discuter. La défense classique de l'indépendance des banques centrales, c'est soit que la politique monétaire est trop importante ou trop complexe pour être confiée aux politiciens, et qu'il faut donc la placer entre les mains d'experts indépendants. Aussi parce que les politiciens seraient soi-disant trop myopes pour apporter les bonnes réponses. Nous avons donc besoin de ces experts pour mettre en œuvre une bonne politique monétaire. Je veux dire, nous pouvons entrer dans les détails autant que vous le souhaitez sur ces sujets et sur mes objections à leur égard. Mais fondamentalement, je dis que ce qu'est une bonne politique monétaire est loin d'être évident. La capacité de ces experts à réellement fournir une bonne politique monétaire de façon constante dans le temps est loin d'être prouvée.
Vous savez, si l'on considère les preuves historiques et aussi les arguments théoriques. Le fait que la politique monétaire soit d'une complexité ou d'une importance unique est également loin d'être évident. Cela ne me semble pas nécessairement plus compliqué que la politique militaire, la politique environnementale, la politique fiscale, ou toutes ces autres questions pour lesquelles nous insistons en réalité pour que des dirigeants démocratiquement élus soient responsables de ce qui se passe. Et cela souligne un autre point. Ce que je défends dans le livre, ce n'est pas d'éliminer la réserve fédérale, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de se débarrasser complètement des experts. Bien au contraire. Je pense que les experts et l'État administratif sont des éléments essentiels d'un État démocratique fort et sain. Il s'agit plutôt de s'assurer que nous utilisons l'expertise plutôt que d'être gouvernés par les experts. L'objectif est donc de créer un système dans lequel le législatif conserve un pouvoir continu et effectif pour orienter la politique monétaire et s'impliquer dans les questions de la manière dont nous procédons et de la façon dont nous pourrions faire autrement, mais pas simplement de céder à ce que j'appelle la domination de la Banque centrale dans le régime actuel, où c'est vraiment la Fed qui prend les décisions et non le législatif. C'est donc une partie du livre, à savoir que les arguments en faveur de l'indépendance des banques centrales, tels qu'ils existent actuellement, ne sont vraiment pas aussi inattaquables que les gens semblent le penser. J'examine ces arguments en détail. Et puis l'autre partie du livre, du point de vue de la théorie démocratique, consiste à dire que non seulement les arguments en faveur de l'indépendance des banques centrales ne sont pas aussi solides qu'on aurait pu le croire, mais que les arguments contre cette indépendance sont en réalité vraiment très forts, n'est-ce pas? Et donc, voici l'affirmation. Si nous déléguons quelque chose d'aussi fondamental que la politique monétaire à une agence indépendante, de façon constante dans le temps, et que le législateur se bouche essentiellement les oreilles en disant « Nous n'allons tout simplement pas nous en occuper ». Ce à quoi cela conduit en réalité, c'est à une atrophie et à une ossification du pouvoir du législatif à s'impliquer dans cette question. Ainsi, même si, dans 20, 30 ou 40 ans, le législatif se dit « Oh là là, peut-être devrions-nous faire quelque chose à ce sujet », il n'a plus la capacité de réellement comprendre ce qui s'y passe, ce qui pourrait être différent, et la relation d'équilibre des pouvoirs entre le législatif et la Banque centrale est complètement déséquilibrée. On sape donc véritablement la santé de la démocratie sur le long terme en adoptant ce mode de gouvernance de la politique monétaire. C'est du moins ce que je suggère. L'une des choses qui m'a frappé, je veux dire votre comparaison avec les affaires militaires ou les politiques environnementales, etc. Je pense que l'une des choses qui distingue la politique monétaire de ces domaines, c'est qu'à la base de la théorie monétaire, il existe un énorme dogme de l'économie néoclassique qui est ensuite devenu néolibérale, etc., etc. Et vous mentionnez cela dans votre livre, que ce qui sous-tend ce que fait la Fed, ou lorsqu'elle se trompe, ce n'est pas une intention malveillante ou des personnes qui ne sont pas nécessairement compétentes pour cela, mais une approche fondamentalement dogmatique, une croyance en ce qu'est la politique monétaire. Si vous pouviez nous expliquer un peu comment la théorie néoclassique crée un dogme autour de sa compréhension de la monnaie. On peut bien sûr penser à tout le calcul de l'offre de monnaie de Milton Friedman et à la façon dont il affirmait qu'elle restait plus ou moins proportionnelle à l'économie dans son ensemble, ainsi qu'à ce qu'il recommandait, disant en substance que toute tentative d'utiliser la politique monétaire pour créer un changement structurel dans l'économie serait préjudiciable à long terme. Vous, bien sûr, remettez cela en question à juste titre. L'idée même du long terme est tellement absurde. Cela peut être 2 mois, 20 ans, ou ne jamais arriver.
Si vous pouviez expliquer à nos spectateurs un peu ce dogmatisme dans notre théorie standard. Dogmatism of our standard theory. Yeah, definitely. I think this is one of my favorite Oui, tout à fait. parts of the book. Or one Je of pense the que c'est l'une de mes parties favorite parts préférées du livre, ou du moins l'une de mes parties préférées de cette recherche. Prendre le temps d'exprimer ce qui ne tient pas debout dans l'ossature théorique de cette vision, n'est-ce pas? Donc, derrière l'idée que nous pouvons avoir une banque centrale indépendante qui poursuit une bonne politique monétaire. Et ce que signifie une bonne politique monétaire est défini de manière très étroite. Se trouve une conception de la politique monétaire ou de la neutralité monétaire. Et comme tu le dis, c'est une idée que Milton Friedman a soutenue parmi beaucoup d'autres. L'idée, en gros, est la suivante. La quantité de monnaie dans l'économie n'a pas d'effet significatif ou durable sur ce que l'économie peut produire, ni sur l'endroit où elle le produit. Parce que ce qui détermine cela, c'est la quantité de travail, de capital et de technologie dont nous disposons. Ce sont les fondamentaux de l'économie. Et tout ce que fait réellement l'argent, c'est permettre les échanges et nous donner des prix, n'est-ce pas? Donc la meilleure façon de voir les choses, c'est que si tu fabriques des tables et que je fabrique des tasses, ce qui détermine combien de tables et de tasses nous pouvons produire, c'est le travail, le capital et la technologie. L'argent ne fait que donner un prix à ces choses pour nous. Par exemple, si une table vaut 10 tasses et que tout à coup il y a beaucoup plus d'argent, 2 fois plus d'argent dans l'économie, alors tu sais, une table ou deux, tu auras 2 tables et 20 tasses, ou peu importe. Le prix relatif ne changera pas, mais le prix nominal, lui, changera en fonction de la quantité d'argent présente dans l'économie à long terme. Maintenant, à court terme, bien sûr, trop ou trop peu d'argent dans l'économie peut causer des problèmes, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est que ces problèmes ne sont en quelque sorte qu'en surface, n'est-ce pas? Ils vont donc provoquer des frictions et des difficultés. Mais avec le temps, ce sont les fondamentaux de l'économie qui comptent vraiment, non? C'est donc la suggestion de Friedman. Tout ce que la politique monétaire peut réellement faire, c'est éviter que la monnaie ne devienne un problème, n'est-ce pas? Si vous vous assurez d'atténuer ces problèmes potentiels à court terme et de naviguer tranquillement vers le long terme, alors vous faites de votre mieux. L'analogie que j'utilise dans le livre pour décrire cela, c'est le tennis, n'est-ce pas? Les responsables de la politique monétaire devraient être comme les ramasseurs de balles lors d'un match de tennis. Leur rôle est de s'assurer que les joueurs reçoivent les balles quand ils en ont besoin et qu'il n'y ait pas de balles sur le court quand ils n'en ont pas besoin, afin que le match puisse se dérouler avec la plus grande stabilité pour les joueurs, de la manière la plus efficace et efficiente possible. Si les ramasseurs de balles se mettaient soudainement à lancer plein de balles sur le court alors qu'ils ne sont pas censés le faire, et que quelqu'un trébuche ou qu'on ne peut plus jouer, cela provoquerait des perturbations à court terme, n'est-ce pas? C'est exactement ce que les responsables de la politique monétaire ne devraient pas faire. Maintenant, je pense que c'est une vision assez folle de la réalité. Bien sûr, cela a un sens théorique si l'on parle des choses comme si nous vivions dans un monde où il y a un court terme, puis nous atteignons le long terme, ce qui ne correspond pas à un temps calendaire, n'est-ce pas? Donc, dans cette perspective, le long terme, ce n'est pas dans 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 ans, c'est quand nous retrouvons l'équilibre. Et l'équilibre peut être atteint instantanément, et alors nous sommes immédiatement dans le long terme. Cela peut aussi prendre 10 ans. Cela pourrait arriver dans 100 ans. Cela pourrait ne jamais arriver. Et c'est probablement le scénario le plus probable, car entre-temps, quelque chose d'autre aura changé. Nous n'atteignons donc jamais cet équilibre initial. Si vous utilisez cela comme une expérience de pensée, à la manière de Marshall, et que vous réfléchissez à ce qui va changer dans un équilibre donné, bien sûr, cela a du sens. Mais si vous pensez
à la réalité en tant que décideur politique, à ce qui pourrait se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, cette idée que la monnaie est neutre est à mon avis assez néfaste, car elle a évidemment un impact sur la production, sur ce que nous pouvons réellement produire et où. Qui reçoit le mérite de s'engager dans la recherche et le développement? Qui obtient l'argent pour construire la nouvelle usine? L'idée que tout cela va s'équilibrer dans un délai raisonnable me semble très improbable. Et je pense, et cela a été en partie reconnu dans la littérature économique formelle sur la politique monétaire, en particulier, je crois, de manière particulièrement pertinente par Claudio Borio et certains de ses co-auteurs, où il suggère que la politique monétaire, qu'il existe plus de sources de ce que l'on appelle l'hystérésis qu'on ne le pensait auparavant. Et ce qu'est l'hystérèse, c'est un concept issu de travaux de Larry Summers et d'autres, dont Blanchard, où ils ont essentiellement dit « Regardez, si vous entrez en récession et que des gens perdent leur emploi, il n'est pas forcément vrai que, dès que l'économie repart, ces personnes puissent retrouver un travail immédiatement, car leurs compétences peuvent s'être détériorées, les choses peuvent avoir changé, les emplois peuvent se trouver ailleurs, il peut ne pas être aussi facile de déménager, etc., etc. Et donc, ce que cela signifie essentiellement, c'est que si la politique monétaire permet à cette récession de se produire au départ, cela peut en réalité avoir des effets durables sur la capacité de l'économie à long terme. Et ce que je dis, en somme, c'est que cela doit être vrai tout le temps à propos de la politique monétaire, non? Parce que la politique monétaire influence ce que nous produisons et qui produit quoi. Et bien sûr, ne penserions-nous pas que cela aurait des implications sur la production à long terme? Désolée, je m'étends un peu, mais je trouve ce sujet vraiment fascinant. C'est absolument fondamental pour l'idée selon laquelle on peut dissocier la politique monétaire de la politique budgétaire, la confier à un expert indépendant, et tout ce qu'il a à faire, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de problème à court terme, et alors nous atteindrons une production optimale. C'est ce genre de théorie secondaire qui, sur la base de la neutralité de la politique monétaire, postule une divine coïncidence. Si les banquiers centraux assurent la stabilité des prix dans le temps, tout ira parfaitement bien. Et je pense simplement que c'est très peu plausible. Oui, je pense que ce modèle d'économie basé sur le troc se trompe particulièrement sur 2 points. D'abord, l'équilibre, qu'il suppose et qui n'arrive jamais. Il y a donc ces décalages temporels dans lesquels l'économie réelle fonctionne. Ensuite, il ne prend pas le crédit au sérieux. Ainsi, il écarte presque totalement la question de la répartition, car il n'importe pas de savoir si j'obtiens un prêt étudiant ou un prêt immobilier, ou si de grandes entreprises obtiennent des prêts pour rémunérer leurs actionnaires via des rachats d'actions. D'accord. Je pense que je voudrais vous interroger sur la démocratie, car c'est, je dirais, l'un des 2 piliers sur lesquels repose le livre. L'un est la politique monétaire, l'autre est la démocratie. Et vous essayez de les réunir en disant que finalement, c'est la démocratie qui devrait déterminer la politique monétaire. Or, la démocratie en tant que concept est incroyablement vague. Et je ne serai peut-être pas populaire en disant cela, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'évite de trop l'utiliser. Alors dites-nous, à quoi ressemble votre conception de la démocratie ici? Et comment cela pourrait-il nous conduire vers une meilleure politique monétaire qui fonctionnerait pour le peuple plutôt que pour ces grands capitalistes privés? Oui, c'est une excellente question. Et vous avez raison. Il existe une immense quantité de littérature académique et discours populaire sur la démocratie, ce que signifie démocratiser, ce qui est démocratique et ce qui ne l'est pas, etc., etc.
J'essaie d'éviter une grande partie de cela dans le livre en disant essentiellement « Écoutez, quelle que soit la théorie de la démocratie que vous adoptez, qu'elle soit plus ou moins exigeante, il me semble que toute conception raisonnable de la démocratie, et il y en a que je considérerais comme déraisonnables qui ne rentrent pas dans cette catégorie, mais je pense que toute conception raisonnable de la démocratie doit reconnaître que la démocratie doit être un système d'autogouvernement. À mon avis, cela signifie que les citoyens doivent pouvoir, directement ou indirectement, orienter la politique, n'est-ce pas? Ainsi, dans la plupart des États modernes, on peut considérer cela comme une capacité indirecte qui passe par les représentants élus. Donc, si l'on adopte cette hypothèse assez simple et fondamentale, à savoir que les citoyens doivent, par l'intermédiaire des élus, avoir le pouvoir effectif, le véritable pouvoir d'orienter la politique, cela fait déjà apparaître l'image que j'essaie de décrire dans le livre, où il existe une tension entre cette forme minimale de démocratie et la forme de gouvernance que nous avons aujourd'hui sur la politique monétaire. Et l'indépendance de la Banque centrale, telle qu'elle est actuellement conçue, vise délibérément à protéger les décideurs en matière monétaire de l'influence des élus. Alors, il faut ensuite se demander deux choses. Premièrement, est-ce vrai? Est-il vrai que le législatif n'a en fait pas un pouvoir réel, sain et solide sur la politique monétaire? Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, il pourrait voter pour supprimer la Fed dès demain. Et c'est là que se situe mon argument. Oui, mais il faut réfléchir à cela sur le long terme. Et il faut le considérer en termes de capacité effective, pas seulement de pouvoir formel d'agir. Je suggère que la structure des banques centrales indépendantes et plus largement des agences indépendantes entraîne, avec le temps, le déclin ou l'atrophie de la capacité législative à exercer réellement ses pouvoirs. Voilà pour le premier point. Et puis, l'autre chose que l'on pourrait dire, c'est d'accord, mais le législateur ne devrait-il pas pouvoir s'auto-limiter, n'est-ce pas? Ne devrait-il pas pouvoir dire, en fait, nous choisissons de déléguer ce pouvoir à une banque centrale indépendante parce que nous pensons que c'est la meilleure décision? Et donc, dans un certain sens, c'est un choix démocratique, n'est-ce pas? C'est le législateur qui choisit de s'auto-limiter. Et ici, l'analogie la plus courante que l'on retrouve dans la littérature sur les banques centrales, c'est Ulysse, n'est-ce pas? Ou Odysseus. L'idée, c'est que le législateur devrait pouvoir s'attacher lui-même au mât de l'indépendance de la Banque centrale pour garantir une bonne politique monétaire. Exactement comme Ulysse s'est attaché au mât du navire pour pouvoir passer devant les sirènes. Et ici, je pense qu'il est vraiment essentiel de souligner certaines analogies fondamentales, n'est-ce pas? D'accord. Donc la première, c'est que le législateur ne s'attache pas au mât de manière raisonnable, contrairement à Ulysse. Ulysse dit à l'équipage « Attachez-moi au mât pour que je ne puisse pas me détacher, n'est-ce pas ?» Eh bien, le législateur n'a pas fait cela. Comme je viens de le dire, il pourrait voter pour éliminer la Fed dès demain s'il le voulait. Donc, ils ne sont en réalité liés d'aucune manière significative. Pour cela, il leur faudrait modifier la Constitution, n'est-ce pas? Voilà pour le premier point. Le second, c'est que si le législateur agit ainsi, en essence, comme je le dis, je pense que c'est plus comme se boucher les oreilles que de s'attacher au mât. Mais dans les deux cas, si la législature agit ainsi pendant une période prolongée, sa capacité effective à gouverner va diminuer. Elle va s'atrophier. Donc, pour reprendre le langage de l'analogie, le meilleur moment pour l'équipage du bateau d'Ulysse de vouloir se mutiner serait après qu'Ulysse ait été attaché au mât pendant 20 ans sans avoir exercé aucune forme de commandement pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Il ne sera plus un grand capitaine à ce stade et l'équipage sera extrêmement renforcé, ayant assuré la direction pendant les 20 dernières années. Voilà donc le deuxième point. Enfin, la dernière différence importante entre ces deux situations, c'est qu'Ulysse est attaché au mât,
et ne fait rien parce qu'il est ligoté. Alors que le législateur, pendant toute cette période, souhaite faire toutes sortes de choses, veut légiférer, veut adopter des lois qui augmentent l'emploi, qui soutiennent certains types d'investissements publics ou d'activités économiques dans certaines régions, etc., tout cela est lié à la politique monétaire. On ne peut donc pas séparer ces deux aspects, comme le suggère l'analogie. Mon point est que l'image de l'indépendance de la Banque centrale que l'on nous présente et cette idée selon laquelle il serait en fait démocratique que le législateur s'engage à garantir l'indépendance de la Banque centrale pour obtenir de meilleures politiques, comme nous l'avons déjà évoqué plus tôt, les raisons de le faire pourraient en réalité ne pas être aussi solides. Mais même lorsque nous parlons du type de légitimité démocratique que cela implique, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'illégitime à faire un tel choix. Je pense cependant que cela risque potentiellement de mettre en danger la santé de la démocratie à long terme si l'on choisit de ne pas exercer son pouvoir et de le laisser s'atrophier. Je propose donc dans le livre une alternative que j'appelle la gouvernance itérative, où le législatif intervient régulièrement dans l'orientation de la politique monétaire. De cette manière, il connaît et démontre régulièrement son pouvoir sur la Banque centrale, de sorte que l'équilibre des pouvoirs entre le législatif et la banque elle-même reste, selon moi, l'équilibre adéquat dans une démocratie saine. Et vous avez évoqué que les deux outils seraient, d'une part, l'établissement d'une politique de crédit à travers ce que vous appelez la taxonomie des actifs préférés, je suppose. Pourriez-vous en parler très brièvement? Dans sa forme la plus simple, s'agit-il du Congrès qui dit à la Fed « Voici nos priorités en matière de politique de crédit globale. Vous pouvez toujours vous tourner vers les marchés, vers le secteur privé, le secteur financier, mais voici quelques domaines où nous pourrions fixer des priorités parce que nous devons gagner des élections. » Bon, j'exagère un peu, mais est-ce bien ce que vous vouliez dire ou est-ce plus profond que ce que je dis? C'est possible. Je veux dire, une partie de la façon dont je voulais le concevoir était justement pour que la législature s'engage chaque année à déclarer publiquement. Et juste pour interrompre, je voulais ajouter rapidement qu'en Inde, par exemple, nous avons effectivement quelque chose de similaire à ce que vous suggérez. Nous avons ce que l'on appelle le crédit prioritaire. Ainsi, le Parlement impose, par l'intermédiaire de la Banque centrale aux banques commerciales agréées, d'allouer, par exemple, 20% du crédit à tous ces secteurs vulnérables. Je voulais simplement le mentionner, car cela fait écho à ce que vous avez abordé dans votre livre. Oui, exactement. Non, j'allais justement le mentionner moi-même parce que c'est un exemple fascinant. Et vous savez, c'est pas parfait, mais d'une certaine manière, c'est en quelque sorte une preuve de concept du fait que les banques centrales peuvent s'engager dans ce type de démarche. Et bien sûr, il existe d'autres exemples historiques. Je veux dire, le travail d'Éric Monnet sur la France est fantastique à ce sujet. Et vous savez, c'est vrai dans de nombreux États différents, y compris les États-Unis, et cela a été reconnu de façon plus explicite dans les années 70. Mais les banques centrales mènent déjà une politique de crédit, n'est-ce pas? Ils interviennent, comme nous l'avons déjà évoqué, en incitant ou en décourageant la création de crédits et de monnaie, ce qui se fait par l'intermédiaire des banques. Ils interviennent également directement par le biais de la politique de bilan et de l'achat et la vente d'actifs. Par ces deux moyens, ils influencent la manière dont le crédit est alloué dans l'économie. Essentiellement, ce qui est suggéré en utilisant la taxonomie d'actifs préférée, c'est de forcer le législateur chaque année à assumer la responsabilité de cela, à dire soit
Très bien, vous faites du bon travail, continuez, faites exactement comme vous le faites, et en quelque sorte, ne rien commenter, n'est-ce pas? Comme on continue, simplement. Ou bien le législateur pourrait dire, en fait, nous n'aimons pas la quantité de crédit qui va à cette région, à ce secteur ou à ce type de personnes. Nous voulons en voir plus ici, moins là-bas, etc. Dans le livre, j'explique avec un peu plus de précision comment il pourrait exprimer cet ensemble de préférences et comment cela pourrait être soit une articulation très élaborée, soit très large, soit très minimale. Parce que ce que je ne veux pas faire, c'est imposer une politique particulière ici. Ce que je veux dire, c'est que je souhaite que le législateur exerce son propre pouvoir, que ce soit, comme je l'ai dit, pour approuver le système actuel ou pour y apporter des changements. Et l'idée, je veux dire, une façon dont certaines personnes trouvent utile de conceptualiser cela, c'est que si vous pensez au processus budgétaire annuel, il permet au législateur, à travers ce processus, de commenter les actions de certaines agences administratives. N'est-ce pas? Mais bien sûr, la Fed n'a pas à passer par le processus budgétaire, pour des raisons évidentes. Elle crée de l'argent. Il s'agit donc en quelque sorte d'une tentative d'instaurer ce type de relation avec le législatif, n'est-ce pas? Cette réforme, la sorte de taxonomie préférée des actifs, que j'évoque en la combinant potentiellement avec des exigences de réserve différenciées selon les actifs, vise à donner aux législateurs plus de pouvoir et de responsabilités, ainsi qu'une obligation active de déclarer ces éléments sur la manière dont la politique monétaire est menée avec les outils existants, n'est-ce pas? Ensuite, et je suis sûre que nous en parlerons, la deuxième proposition consiste à confier ce pouvoir au législatif sur la structure même et les outils dont dispose la Fed, n'est-ce pas? Je souhaite donc que le législateur se sente habilité à modifier à la fois le fonctionnement de la politique monétaire et les institutions et structures de la politique monétaire, et qu'il soit contraint d'assumer cette responsabilité et de faire un choix public à ce sujet après un débat public de façon régulière. Très bien. Il nous reste un peu moins de 15 minutes, donc je pense que je vais aborder deux grandes discussions. La dernière portera sur vos deux derniers chapitres, qui traitent de l'économie mondiale. Et vous savez, il serait intéressant de parler un peu d'anti-mondialisation, à une époque où nous connaissons des guerres tarifaires et autres. Mais avant cela, si nous pouvions consacrer 3 à 4 minutes à un défi que j'ai ressenti en lisant votre livre. Et cela, vous savez, c'est dit en toute bonne foi. Je pense que j'aime ce que vous dites. J'aimerais que le Congrès, ou, vous savez, n'importe quelle assemblée législative, ait plus de pouvoir. Mais au final, je pense que vous êtes, disons, un peu naïf, parce que vous partez du principe que la législature serait démocratique, alors que nous savons que la même classe qui place ces gens dans les banques centrales est celle qui place des personnes dans la législature. C'est la classe détentrice d'actifs qui envoie toujours les mêmes personnes, la même classe de personnes issues de milieux socio-économiques similaires, avec le même endoctrinement en théorie économique ou sur la manière d'aborder la politique et l'économie. Donc, en réalité, tant que nous sommes sous le capitalisme, et je ne veux pas paraître fataliste en disant que tant que nous n'avons pas le socialisme, nous ne pouvons rien faire. Mais juste pour poser un défi à ce que vous disiez, pourquoi ces personnes qui vont à la législature en ramassant de l'argent auprès de tous les, vous savez, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock et toute la classe détentrice d'actifs, pourquoi dirigerait-elle de l'argent vers de pauvres immigrés venant du Venezuela pour ouvrir une petite entreprise ou obtenir un prêt étudiant pour envoyer leurs enfants, premiers de leur famille, à étudier, plutôt que de sauver, je ne sais pas, les joueurs de crédit de la classe financière, du secteur financier? The gamblers in the financial sector. Yeah, no, it's a great question.
Oui, c'est une excellente question. Et il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Donc laissez-moi essayer de les organiser correctement. La première chose que je dirais, c'est que je reçois souvent une version de cette question, n'est-ce pas? Et la version plus audacieuse, vous avez été très doux et bienveillant dans la façon dont vous l'avez formulée. La version plus audacieuse serait plutôt du genre « Sérieusement, vous voulez donner du pouvoir à cette bande de fous complètement dysfonctionnelle qui siège au Congrès américain. N'est-ce pas ridicule et totalement, absolument naïf? » Donc je pense qu'il y a, comme je l'ai dit, plusieurs choses à dire à ce sujet. Je veux dire, d'une part, je pense qu'on pourrait avancer deux arguments qui suggèrent que la raison pour laquelle nous avons le corps législatif que nous avons, en partie, c'est à cause de la façon dont nous faisons les choses, n'est-ce pas? Une forme de cet argument est la suivante. Beaucoup de personnes ont été élues lors des récentes élections en raison d'un sentiment généralisé de désillusion à l'égard du gouvernement. Non pas parce qu'il n'agit pas dans leur intérêt, mais plus important encore, parce qu'il n'agit pas comme ils voudraient qu'il agisse, n'est-ce pas? Pas comme les élites pensent qu'ils devraient agir pour les servir, mais comme les gens ont réellement dit « je veux X, Y et Z ». Et il ne le fait pas. Et que ce soit parce qu'il ne veut pas le faire, que les élus ne veulent pas le faire, ou parce qu'ils se sentent incapables de le faire, à cause des structures de l'État et de choses comme ces agences indépendantes. Il y a donc cette idée que la démocratie, telle que je l'ai décrite au tout début, dans son sens le plus fondamental, c'est-à-dire que le peuple, directement ou indirectement, devrait orienter la politique, a volé en éclats, n'est-ce pas? Les citoyens ne ressentent pas réellement ce pouvoir. Et une partie de cela, j'avance dans le livre, vient du fait que nous avons tellement déconnecté le véritable pouvoir décisionnel en le déléguant à l'État indépendant, ou même pas seulement indépendant, mais administratif, loin du législatif ou du contrôle effectif du législatif. C'est donc un des arguments pour expliquer pourquoi ce Parlement commence peut-être à être composé des personnes qui l'est, n'est-ce pas? Ce sont en quelque sorte des votes de protestation. L'autre argument, c'est que le style de législation qui émerge lorsque l'on délègue le pouvoir loin du Congrès. Donc, si le Congrès dit « d'accord, tout ce que nous pouvons déléguer, nous le ferons », ce qui reste, c'est soit quelque chose de très controversé, parce qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur une forme de délégation, soit sont des discussions plutôt performatives et de haut niveau. Donc si vous dites, bien sûr, nous pouvons tous nous accorder sur l'air pur, créons l'EPA, ou nous pouvons tous nous accorder sur la stabilité des prix, créons la réserve fédérale, ce qui se passe alors, c'est que beaucoup de membres du Congrès ne s'engagent pas vraiment dans la politique réelle et difficile des compromis, des hypothèses et des décisions nécessaires pour élaborer des politiques visant à mettre en œuvre ce genre de choses. Et donc, on obtient une politique performative, n'est-ce pas? Du genre, eh bien, j'ai voté pour l'air pur et pour la stabilité des prix, et un tel ne l'a pas obtenu. Ou bien, pourquoi ne pas construire un mur et faire payer le Mexique? Et laissons l'administration trouver comment réaliser concrètement ces différentes choses. Donc, ces deux éléments se combinent. On se retrouve avec des gens très fanfarons et un peu en colère au sein de la législature, et la structure de la politique est très axée sur la mise en scène. Cela ne donne pas envie de leur accorder plus de pouvoir car ils se comportent comme des fous. Voilà une première chose à dire. La seconde, c'est que le livre se concentre sur ce que j'appelle la chaîne de délégation, c'est-à-dire le transfert du pouvoir politique des citoyens vers les élus, des élus vers l'administration, et dans certains cas, comme pour une grande partie de la politique monétaire, de l'administration vers le secteur privé. Et le livre se concentre vraiment sur la deuxième chaîne, n'est-ce pas? De la législature à l'état administratif, et comment cela s'inscrit
dans une vision plus large d'une démocratie saine. Mais, comme vous le soulignez très justement, ce n'est qu'un maillon d'une chaîne qui est entièrement essentiel à une démocratie véritablement saine. Et aux États-Unis, en ce moment, ce premier maillon est gravement brisé. Je veux dire, du citoyen à la législature. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Personne n'en parle tout le temps parce que c'est en quelque sorte cette chose déprimante que nous connaissons tous et il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à savoir que le financement des campagnes électorales et aussi le découpage électoral ont complètement corrompu ce premier maillon. Et donc, vous avez raison, dans le livre, je mets en grande partie cela de côté parce qu'il existe, à mon avis, une littérature en sciences politiques extrêmement convaincante et correcte sur les raisons pour lesquelles cela sape totalement une démocratie saine. Et c'est, je pense, un prérequis en plus de ce que je préconise pour établir un système plus sain. Mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'avec la légère précision que si nous devions mettre en œuvre les politiques que je propose, nous devrions nous conformer à ce que le Congrès estime être la bonne chose à faire. C'est cela la démocratie. Et c'est risqué. Et pour ceux qui font partie de l'élite, qui bénéficient du statu quo, ce serait risqué, parce que les choses pourraient facilement changer. Mais pour moi, c'est en quelque sorte le principe même de la démocratie. Oui, cela me rappelle une interview où Noam Chomsky s'est vu demander pourquoi nous devrions soutenir la démocratie. Et sa réponse courte a été que c'est une valeur. C'est catégorique. Je veux dire, je suis sûr qu'il aurait pu expliquer de 10 façons différentes pourquoi la démocratie est plus utilitariste, pourquoi la démocratie rendrait nos politiques plus efficaces, et ainsi de suite. Mais il n'a jamais pris la peine de répondre, au-delà du fait que c'est catégorique. Oui, ça peut entraîner de très mauvaises choses, mais au final, il faut approfondir la démocratie. Il n'y a pas de raccourci pour cela, ni de technocratie comme alternative à la démocratie, même si parfois nous avons de mauvaises politiques sous la démocratie. Mais oui, tu as raison de dire qu'il doit exister un lien sain et fonctionnel entre le peuple et le législatif pour que les politiques soient plus efficaces. Je pense très rapidement, puisque tu dois partir dans 5 minutes, que les 2 derniers chapitres parlent de l'économie mondiale. J'ai aimé ta définition, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a utilisée. Mais tu dis que toute l'économie mondiale est en gros, je ne me souviens plus de l'expression exacte, une constellation de détenteurs d'actifs. C'est une économie de détenteurs d'actifs ou quelque chose comme ça. Et c'est un moment intéressant où toute l'idée de la mondialisation a été repensée de plusieurs façons. Il y a un aspect commercial que les progressistes essayent de défendre pour de nombreuses raisons, et puis il y a tout l'aspect financier que je pense que tu critiques. Et je pense que la plupart des gens à gauche, ou beaucoup à droite, seraient également d'accord avec vous pour dire que, vous savez, cela a largement servi les intérêts de l'élite financière mondiale. Donc serait-il juste pour être un peu provocateur, de dire que vous êtes un anti-mondialiste et que vous affirmez qu'il faut renforcer les États-nations et oublier ces institutions comme la Banque des règlements internationaux, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, etc. Elles ne fonctionneront pas et c'est peu probable. Peut-être qu'on pourra en reparler quand elles seront réellement pertinentes. Mais pour l'instant, la nécessité immédiate est de rendre les États-nations plus puissants. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons renforcer le pouvoir du Congrès face à la Banque centrale. Car actuellement, la Banque centrale doit servir les intérêts du marché obligataire en euro-dollars. Et donc, ma thèse tombe à l'eau. Tout comme la démocratie. Oui, je pense que pour moi, enfin la façon dont je le décris dans le livre, c'est, tu as raison, que nous vivons essentiellement sous un système de gouvernance mondiale actuellement, n'est-ce pas, en ce qui concerne la finance. Et ce système mondial de gouvernance est fondé sur l'indépendance nationale des banques centrales, n'est-ce pas?
Parce que l'indépendance nationale des banques centrales permet à ces dernières de s'engager dans ce réseau mondial de gouvernance décentralisée. Et bien sûr, nous n'avons pas de démocratie mondiale. Donc il n'y a pas vraiment, je pense, de sens dans lequel ce système mondial de gouvernance pourrait être qualifié de démocratique. Donc, si nous prenons la question du livre très au sérieux et au pied de la lettre, la politique monétaire comme si la démocratie comptait, alors la démocratie doit devenir davantage contrôlée au niveau national. Oui, je pense que c'est vrai. Maintenant, ce qui me semble important de dire, c'est que cela ne signifie pas forcément qu'il faut être isolationniste, n'est-ce pas? Ce que cela veut dire, c'est que de la même manière que je soutiens que rendre la politique monétaire intérieure plus démocratique nécessite d'établir un contrôle effectif par le législatif, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire qu'il faut éliminer l'expertise à la Fed. Je pense que c'est la même chose en ce qui concerne la politique internationale, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'établir un contrôle effectif de la politique par le législatif national. Mais cela ne veut pas dire que le législatif ne peut pas choisir de conclure des accords commerciaux, de coopérer avec d'autres États, d'avoir un engagement multilatéral. Cela signifie que vous devez structurer cela de manière à ce que l'équilibre des pouvoirs soit préservé, que le législateur national puisse choisir de modifier les choses, puisse changer d'avis, puisse s'impliquer régulièrement dans l'orientation de cette politique. Ainsi, vous n'avez pas de forme indéfinie d'engagement préalable envers la régulation mondiale, comme c'est le cas actuellement, qui, comme vous le dites, sont en grande partie dictés par les intérêts des détenteurs d'actifs privés en raison de la façon dont cela s'est développé historiquement et de la manière dont c'est structuré. Je pense donc que le maintien d'une démocratie plus saine exigera un contrôle national accru, mais cela n'implique pas nécessairement l'isolationnisme. Nous allons nous arrêter là, Dr. Downey. Ce fut un plaisir de discuter avec vous de votre livre. Merci beaucoup pour votre temps. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Hit the subscribe button.